Quand on décide de partir faire le tour du monde en voilier, il faut penser aux endroits à risque où l'on peut rencontrer des pirates. La piraterie représente un danger réel, présent sur toutes les mers du globe. Bienvenue sur le Nomade pour cette nouvelle vidéo où nous allons parler des dangers de la piraterie en navigation pour nous les plaisanciers et comment, en famille ou en solitaire, se prémunir contre toutes sortes d'attaques en cours de route. Les pirates existent depuis presque aussi longtemps que les hommes naviguent sur les eaux du monde et ils existent encore aujourd'hui. La piraterie d'antan fait presque toujours rêver. On imagine des hommes avec un bandeau sur les yeux, un perroquet sur l'épaule et une carte au trésor sous le bras sur une île paradisiaque où des individus assoiffés de liberté évoluent dans un ordre social utopique entre deux attaques de bateaux pour en capturer les biens. Aussi admiré que redouté, la spécialité des pirates était le pillage des navires et des villes portuaires. Une chose est sûre, la piraterie maritime n'appartient pas au passé. Alors, au cours des 20 dernières années, il y a eu de nombreuses attaques de pirates. 4000 assauts ont été répertoriés dans le monde jusqu'en 2020, principalement d'origine somalienne. Sevrés de ressources, ils s'en sont pris à plus fortunés qu'eux. La logique de ces pirates reste finalement toujours la même. Ils sont très pauvres, ils ont une mer, un espace plus libre que sur Terre, avec des richesses qui passent devant eux, et ils vont essayer de s'en saisir. Si vous avez l'extrême pauvreté, la mer et le désespoir, vous avez la piraterie. Les pirates ne sont pas forcément les méchants que l'on essaye de nous dépeindre, et les gentils ne sont pas non plus ceux auxquels on aurait tendance à penser au premier lieu. Il y a donc la piraterie, qui sont des actes de violence commis à des fins privées, en haute mer, par un navire, contre un navire. Et le brigandage, qui sont des actes commis dans les eaux territoriales d'un État qui ne peut être qualifié de piraterie dans la mesure où ils se produisent dans une zone placée sous la souveraineté d'un État, seul compétent pour les réprimer et qu'on va retrouver le plus souvent dans les mouillages. Faisons un petit tour sur la carte. Aujourd'hui, on va retrouver la piraterie dans pas mal de régions du monde et les zones principalement actives et touchées sont l'Asie du Sud-Est, la Corne de l'Afrique au large de la Somalie, le golfe d'Aden, le golfe des Guinées, les Caraïbes et quelques côtes d'Amérique du Sud, rarement en Méditerranée, même si le risque zéro n'existe pas. Une zone sûre peut très vite devenir infréquentable dans certaines régions, donc il est bien de se renseigner avant votre départ. Le golfe d'Aden est un passage privilégié des pirates sur la route entre l'océan Indien et l'Europe via le canal de Suez. Cette route alimente les grands pays consommateurs d'énergie, ce qui représente 40% du trafic maritime mondial. Une route infiniment plus courte entre la douce Méditerranée et les paradisiaques Seychelles. Si vous devez traverser le golfe d'Aden, il faudra naviguer soit dans la bande de séparation du trafic de Delis, soit à proximité extérieure du bord du chenal. C'est la meilleure garantie pour que les transmissions du canal 16 et 8 de la radio VHF soient reçues par un navire de guerre en patrouille ou soit relayées par un navire marchand. Dans tous les cas, les liaisons VHF ne seront pas garanties. Si vous venez par l'est d'Aden ou de l'ouest de Salalah, vous n'êtes pas tenu d'emprunter le corridor de sécurité par ses entrées et sorties. La zone la plus dangereuse est comprise entre le 47e et le 49e, en vous assurant de rejoindre le corridor de sécurité bien avant cette zone pour profiter d'un maximum de sécurité. Vous devez faire en sorte de traverser cette zone de nuit. Les Caraïbes sont une des destinations préférées des plaisanciers, qu'ils fassent la traversée de l'Atlantique ou qu'ils louent un bateau sur place. L'arc des Caraïbes est propice aux crimes maritimes qui visent principalement les plaisanciers, qui sont donc très nombreux dans la région et très rarement des cibles plus grosses comme des braquiers ou des tankers. Ces actions sont principalement réalisées la nuit par des assaillants parfois armés d'armes blanches pour intimider les équipages. Les vols visent principalement les embarcations annexes, le matériel de pêche et les équipements des navires de plaisance. Cependant, certains points chauds dans les Antilles sont plus sensibles au vol avec armes à feu et violence, avec parfois des membres d'équipage entravés par les assaillants. Rien ne leur fait peur. Tous les types de bateaux sont concernés. Cargos de commerce, ferries, bateaux de plaisance. Si vous en croisez, le profil n'est pas le cliché de Barbe Rousse ou du capitaine Crochet. Ils ne sont pas suréquipés, mais ils ont des bateaux rapides et sévissent principalement dans des zones très pauvres du monde et s'attaquent en premier lieu aux bateaux de commerce, car les salaires étant payés à bord, il y a donc de l'argent liquide dans les bateaux. Il y a aussi des attaques sur les bateaux de plaisance en pleine mer. Même s'ils sont moins nombreux, il en existe chaque année. Et la montée de la pauvreté mondiale incite les pirates à attaquer les bateaux, même les plus petits. Ce sont généralement des rapts de biens matériels ou le sabotage de bateaux, mais ils peuvent aussi choisir de kidnapper les plaisanciers en échange d'une rançon. Ces hommes sont généralement lourdement armés
et peuvent être violents. Ils n'hésitent pas à se servir de leurs fusils pour faire pression sur les équipages et détourner leurs bateaux. La plus grande prudence et une vigilance de tous les instants sont donc fortement recommandées dans les zones à risque, sans rentrer bien sûr dans la paranoïa. On peut naviguer des années sans jamais y être confronté. Il est aussi vivement conseillé de s'inscrire auprès des organismes responsables de la sécurité dans la région où vous vous rendez et de suivre leurs recommandations. Donc, pour nous, plaisanciers français, le MICA Center, qui est le Centre français d'analyse et d'évaluation de la situation de sûreté maritime mondiale. Il a été créé en juin 2016 pour favoriser l'échange d'informations et la coopération afin de faire face aux menaces au sein du monde maritime. Situé à Brest, il est armé par une trentaine d'experts de la Marine nationale et des marines de pays partenaires comme l'Espagne, la Belgique, le Portugal, l'Italie, etc. Il est en mesure de vous fournir des informations sécuritaires personnalisées relatives à sa zone. L'inscription se fait très facilement sur leur site, quelques jours ou même quelques semaines avant le départ. C'est un service gratuit d'accompagnement dans les zones de navigation à risque et c'est entièrement gratuit. Alors soit automatiquement via l'AIS en fournissant votre numéro MMSI ou le tracker satellitaire en fournissant des codes d'accès à votre positionnement par interface du service associé, soit manuellement en envoyant un mail à l'adresse que vous trouverez dans la description. Ce qui vous permettra de partager vos intentions de mouvement, si possible avec un préavis de 15 jours, en précisant les dates de passage, le type du navire, vos plans de navigation, le nombre de personnes et les identités, ce qui leur permettra de vous suivre tous les jours, de votre premier jour dans la zone jusqu'à votre sortie. Toutes ces informations leur permettront d'être en mesure de vous assister à la moindre alerte. Vous allez donc pouvoir aller sur le site que je vais vous mettre dans le lien, qui est micacenter.org, et là vous trouverez toutes les informations nécessaires. Il y a aussi le site internet du MICA, qui sera à consulter avant votre départ et au cours du voyage. Alors il y a aussi Alindin Marsec, qui est une cellule pour assurer la sécurité autant aux navires de commerce que pour nous, plaisanciers, dans la zone de la mer Rouge et de l'océan Indien. Ce sont donc 4 officiers mariniers de la Marine nationale basés à Abu Dhabi qui s'occupent du suivi de la navigation de plaisance. Il est donc fortement recommandé d'avoir un très bon récepteur émetteur AIS, un téléphone satellite avec un positionnement automatique toutes les 4 heures de préférence vers Marsec, une messagerie satellitaire afin que vous puissiez être repositionné en temps réel par la cellule. Et les essais pourront donc se faire en amont pour être certain que ça marche. Donc si vous envisagez de naviguer dans l'océan Indien ou si vous êtes déjà dans la zone, vous pouvez les contacter. Je vous mettrai également les coordonnées dans la description. Il y a aussi le MS SHOA, qui est le Centre de sécurité maritime de la Corne de l'Afrique, qui a pour objectif de fournir un service aux navigateurs dans le golfe d'Aden, le bassin somalien et au large de la Corne de l'Afrique. Si vous décidez de vous rapprocher ou de traverser des zones à risque, la principale recommandation des spécialistes et des plaisanciers est de ne pas parler de son futur trajet ainsi que des dates de départ, surtout auprès d'inconnus, pour éviter d'attirer des convoitises. Il faut donc rester le plus discret possible, couper tout appareil électronique pouvant permettre d'être suivi à la trace, veiller sur le canal 16 de la VHF et n'émettre qu'en cas d'urgence, réduire l'éco-radar, les bruits et les lumières la nuit au strict minimum. Passer inaperçu réduit 99% du risque. Alors naviguer à plusieurs bateaux peut aussi être une solution et c'est ce qu'ont décidé certains navigateurs, mais elle pourrait aussi augmenter le risque de détection par les pirates. Alors si vous décidez de naviguer en flottille, restez en contact régulier, prévoir des procédures d'alerte est rassurant pour vous et dissuasif pour les éventuels pirates. Si malgré toutes ces précautions, votre bateau est malheureusement victime d'un acte de piraterie ou qui s'y apparente, le seul conseil faisant l'unanimité est que ce n'est pas le moment de faire preuve de témérité. Il ne faut surtout rien tenter contre des pirates organisés, déterminés et a fortiori armés. Plusieurs navigateurs en ont fait les frais. Alors justement, parlons des armes à bord. Il faut un permis de port d'armes et les déclarer dans chaque port d'entrée. Mais la procédure est souvent compliquée et les armes sont parfois confisquées. Chaque pays a ses propres règles en la matière. Le sujet des armes à bord est réellement un problème personnel que chacun doit se poser en fonction de sa zone de navigation et de la constitution de son équipage. Mais ce n'est pas forcément la bonne option, car le risque d'escalade de la violence étant réel,
car vous serez toujours moins déterminé et moins entraîné que l'assaillant. Mais surtout, si vous décidez de sortir une arme, vous devez être prêt à l'utiliser en cas de besoin. Il faut donc y réfléchir à 2 fois avant d'agir. En réalité, rares sont ceux qui sont capables de le faire lorsqu'ils sont confrontés à une situation extrême. Il est aussi particulièrement important d'échanger des informations avec d'autres navigateurs, de demander à d'autres équipages s'il s'est passé quelque chose de particulier dans les zones où vous vous rendez. Dans tous les cas, il faut essayer de rester calme et groupé si cela est possible. N'offrir aucune résistance et coopérer avec les pirates. Ne prenez pas de photos au flash. Le flash pourrait être pris pour un départ de coup de feu par les pirates. Il est aussi fortement déconseillé d'utiliser des pistolets lumineux ou des fusées de signalisation comme substitut d'armes, sans parler du manque de précision sur l'eau. Si les agresseurs sont acculés, ils agissent de manière encore plus radicale et peuvent tirer beaucoup plus vite et de manière plus ciblée. La probabilité d'avoir des ennuis avec les autorités des pays d'escale pour détention d'armes est proche de 100%. Et si vraiment on peut éviter une zone sensible, mieux vaut confier son bateau à un transporteur spécialisé et le retrouver ensuite du bon côté. Lors d'une attaque, les embarcations rapides qui font plus de 20 nœuds partent de bateaux-mers, qui sont souvent des bateaux de pêche piratés ou un boutre traditionnel. Habituellement, 2 embarcations rapides ou plus sont utilisées pour les attaques, approchant souvent leur cible de directions différentes. Les pêcheurs de thon emploient des techniques de pêche similaires. Il peut donc être très difficile de différencier d'honnêtes pêcheurs de pirates. En général, un bateau de pêche aura tout son équipage au travail et visible. Dans un bateau pirate, une partie des hommes pourra rester cachée. Les cibles privilégiées des pirates sont les navires à faible franc-bord et à vitesse inférieure à 18 nœuds. Les voiliers, les navires en pêche, en cabotage ou au mouillage sont donc particulièrement vulnérables. Alors, comment opèrent-ils? Les attaques sont conduites de jour comme de nuit et ont principalement lieu à la tombée ou au lever du soleil. Les skiffs d'attaque étant généralement détectés tardivement au radar. La surveillance doit impérativement être complétée par une veille visuelle rigoureuse, en particulier sur les secteurs morts ou de moindre attention, c'est-à-dire sous le vent et au secteur arrière, de façon à être en mesure de déceler au plus tôt toute embarcation suspecte. En cas d'attaque, les plaisanciers l'ayant vécu recommandent de mettre le moteur, si ce n'est pas le cas, et de maintenir l'allure maximale et d'effectuer des manœuvres franches pour gêner la montée à bord des pirates. Des manœuvres plaçant le voilier bout au vent et face à la houle, augmentant ainsi le tangage, peut également rendre plus difficile l'abordage par les skiffs. L'idéal étant de zigzaguer face à la houle. Ces attaques sont le plus généralement menées dans l'objectif de mettre la pression sur les équipages pour parvenir à prendre possession, selon les motivations des pirates, des effets détenus à bord, de l'argent liquide, du navire, de faire des otages avec pour espoir d'obtenir quelques rançons. Plus généralement, l'ensemble du matériel qui peut se voler à bord d'un bateau, téléphone portable, VHF, bijoux, papier d'identité, argent sera dérobé. Le plus important est de rester en vie. Alors la probabilité de rencontrer des pirates loin des zones à risque est assez faible. Ceux qui se préparent et s'informent en matière de prévention, qui évitent les zones à haut risque et qui prennent quelques précautions, parcourent en général le mille sans trop de soucis. Si vous croisez des bâtiments militaires, n'hésitez pas à prendre contact avec eux pour communiquer vos intentions et vos observations. Les unités françaises ont pour consigne de prendre contact avec tout navire battant pavillon français ou d'un État membre de l'Union européenne. Il est impératif de répondre à toute interrogation sur VHF émanant d'un bâtiment ou d'un aéronef militaire et de suivre les éventuelles consignes sur les dernières attaques recensées. Si vous naviguez proche des côtes dans les zones sensibles, à plus forte raison dans les zones extrêmement sensibles, les attaques se réaliseront d'autant plus facilement. Il faut donc mieux se tenir éloigné le plus possible des côtes, même si depuis 2 ans, les pirates parcourent beaucoup plus de milles qu'avant pour atteindre des bateaux. Ils n'hésitent pas à s'enfoncer dans les eaux internationales au-delà de la zone économique exclusive qui exerce son contrôle et ses droits sur une bande de mer qui s'étend jusqu'à 200 000 marins de ses côtes. Car l'assistance et l'intervention y sont beaucoup plus difficiles que dans les eaux nationales. Évitez également le cabotage de nuit. Vos habitudes se remarquent rapidement et les pirates seront d'autant plus enclins à attaquer s'ils connaissent votre prochaine destination. Si vous souhaitez néanmoins caboter, faites-le de façon relativement illogique en modulant la longueur des étapes ou en revenant sur vos pas par exemple. Évitez aussi de mouiller trop près des côtes dans les zones sensibles. Si vous décidez tout de même de le faire, utilisez des détecteurs de présence.
Si une personne monte à bord, il déclenchera un projecteur, une alarme ou des aboiements de chiens. L'objectif est d'éveiller l'attention de l'équipage et de faire fuir les pirates. Reste à avoir préparé en amont la réaction de l'équipage. Lors de votre départ, informez une personne restant à terre de la route que vous allez emprunter, en lui laissant un document qui présente le voyage initialement prévu, la composition de l'équipage, les caractéristiques du navire et vos moyens de communication. Tenir régulièrement informer cette personne, rester à terre de la position et convenir des jours et des heures de contact téléphonique ou par courrier. Bien sûr, il ne faut pas rayer de votre itinéraire tous les lieux de navigation dont vous aviez rêvé, mais cela incitera, sans devenir paranoïaque, à la vigilance qui doit être appliquée et partagée par tout l'équipage. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, alors n'hésitez pas à la partager et à laisser un commentaire. Et si vous avez navigué vous aussi dans les zones à risque, n'hésitez pas à venir en parler. Je vous dis à bientôt, je vous embrasse.